Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur Kwezi. Nous sommes le vendredi 3 septembre et à la une de cette édition, la signature de 2 protocoles de mise en œuvre du bracelet anti-rapprochement et du téléphone grave danger à Mayotte. Ces outils visent à assurer un suivi plus adapté des auteurs de violences faites aux femmes et de protéger les victimes. En effet, grâce à la géolocalisation, les forces de l'ordre peuvent rapidement intervenir si l'auteur de violences conjugales tente d'entrer en contact avec la victime. Ivan Rakotovao et Leslie Vimenet. Le bracelet anti-rapprochement et le téléphone grave danger ne sont pas des dispositifs nouveaux en France. Mayotte restait jusqu'à aujourd'hui l'un des derniers territoires à ne pas disposer de cet outil qui doit permettre d'empêcher l'auteur de violences conjugales de s'en prendre une nouvelle fois à la victime. On place ce dispositif à la cheville de l'auteur, ce qui permet à l'administration pénitentiaire de pouvoir contrôler les allées et venues de l'intéressé. Voilà. Donc c'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant parce que le bracelet c'est un système d'assignation, ce n'est pas un système de géolocalisation. Donc dans le cadre du bracelet anti-rapprochement, l'auteur dispose aussi de ce dispositif là qu'il doit avoir sur lui à chaque fois qu'il quitte le domicile et qui permet la géolocalisation constante. La personne protégée, c'est-à-dire la victime, dispose aussi du même type de boîtier. Quand les deux entrent en résonance, il y a une alerte et les forces de l'ordre sont prévenues. C'est l'administration pénitentiaire qui procède à la surveillance des intéressés. Avant cela, la zone ne pouvant être dépassée par l'auteur de violence est déterminée par le tribunal. En cas de rapprochement à moins d'1 kilomètre, le dispositif de mise sous protection de la victime est activé. Il y a un bouton d'appel, d'accord, et il y a un bouton pour envoyer et recevoir des SMS. Parce que les forces de l'ordre peuvent vous contacter pour savoir si ça va. L'association habilitée peut contacter la victime pour savoir si ça va. On peut transmettre comme ça tout un tas d'informations. Pareil à l'auteur. Quand on estime que l'auteur se rapproche trop de la victime, on commence par lui envoyer un SMS et ensuite on l'appelle. Il reçoit directement sur le boîtier. En 2020, 802 cas de violence intrafamiliale ont donné lieu à une intervention des forces de l'ordre à Mayotte. Un chiffre sans doute très en deçà de la réalité locale, la rétention des informations au sein des familles restant aujourd'hui encore la norme. Preuve s'il en est, plus de 3/4 des victimes qui déposent plainte ne vont pas au bout de leur démarche. Quand on parle de violence intrafamiliale, on y inclut des violences qui sont commises dans le cercle familial également sur des enfants. Donc si on réduit la focale sur les violences au sein du couple, la justice est saisie d'environ entre 100 et 150 plaintes par an. Voilà. Pour autant, les services de gendarmerie et de police sont eux-mêmes saisis d'environ 600 affaires par an, c'est-à-dire de femmes ou d'hommes, puisqu'il y a aussi des hommes victimes de violences conjugales, même s'ils sont minoritaires, qui se présentent pour évoquer des faits. Mais le simple fait d'évoquer des faits ne conduit pas forcément à l'établissement d'une procédure parce que les victimes ne sont pas toujours dans une démarche qui est celle d'aller jusqu'à la plainte. 5 téléphones grave danger et 5 bracelets anti-rapprochement viennent d'être livrés. Cela semble peu au regard du nombre de procédures engagées chaque année. Néanmoins, selon le préfet, ce niveau de dotation correspond à celui des autres départements de France. Avant de rejoindre mon poste à Mayotte, une convention similaire dans le département du Rhône, on avait des chiffres qui sont les mêmes. Ce qui est important, c'est de commencer. Et de toute façon, s'il s'avérait qu'on ait des besoins supplémentaires, le ministère de la Justice ferait parvenir d'autres équipements. Donc l'important, c'est de réussir la mise en place. Cette mise en place doit intervenir à la fin du mois d'octobre. Alors, comme le dit si bien le proverbe, mieux vaut tard que jamais. Et pour être toujours au plus près des victimes et faciliter les interventions, la commune de Mamoudzou a décidé de créer un nouveau poste avancé de la police municipale à Kaweni. Son inauguration s'est déroulée hier et avec cet outil, la municipalité entend bien renforcer la sécurité dans la commune chef-lieu. Reportage. Les invités sont venus nombreux à la mairie annexe de Kaweni. La municipalité inaugure le nouveau poste avancé de la police municipale, une infrastructure qui devrait faciliter la tâche des agents. Cet outil va nous permettre encore d'asseoir notre proximité. On va permettre à la population, ici à Kaweni, qu'on sait bien qu'elle est assez conséquente, avec tous les embouteillages qu'il y a,
de ne pas les amener jusqu'à Mamoudzou. Donc c'est nous qui allons vers eux et pour leur permettre de se déplacer plus facilement. Avant de tomber le rideau, une signature de convention a eu lieu entre la mairie et la société One Dog sur la prise en charge des animaux errants dans la commune. Avec ce partenariat, la ville de Mamoudzou tient à rappeler qu'elle sera présente sur tous les fronts. Un phénomène qui est très dangereux, c'est les chiens errants. Les jeunes utilisent les chiens comme des armes et il faut absolument que nous aussi, on réagisse et que les jeunes comprennent que nous sommes là pour la tranquillité de nos concitoyens. Ce poste avancé ne sera pas le seul. D'ici 6 mois, un autre poste prendra place à Passamaïti, dans le bâtiment de l'ancienne Croix-Rouge. La municipalité attend bien marquer sa présence afin de garantir l'ordre dans l'ensemble de la commune de Mamoudzou. Un mot de santé maintenant. Comme évoqué hier, Dominique Voynet va quitter le territoire. La directrice de l'ARS aura passé près de 2 ans à Mayotte pour lancer l'agence de plein exercice. Parmi les dossiers les plus importants qu'elle a portés, le projet de second hôpital. Les choses commencent à se préciser puisque 2 sites sont aujourd'hui prêts à accueillir la structure. Écoutons l'ancienne ministre lors de la matinale. On a travaillé au cours des derniers mois, ça a été très long et très compliqué avec l'hôpital, vous le savez, mais depuis le mois de mai, c'est beaucoup plus facile. Et on a travaillé avec l'hôpital sur 2 choses. Premièrement, le nouvel hôpital. Quel format ? 300 à 420 lits, c'est-à-dire un site au moins aussi important que le site actuel. Le site sur le centre-ouest de Mayotte, pour rééquilibrer par rapport à l'agglomération de Mamoudzou et pour mieux desservir à la fois le nord et le sud. D'Akoua à Kanikeli, il faut qu'on puisse rejoindre l'hôpital bien plus rapidement qu'aujourd'hui. On a identifié 2 sites, un à Combani, un à Sada, et notre choix s'est fondé sur des sites qui sont totalement à l'abri des risques naturels. On ne veut pas revivre ce qui s'est passé à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin avec l'ouragan Irma, où c'est l'hôpital qui a quasiment été qui est tombé le premier, donc c'était pas possible. Donc on a choisi des sites bien protégés, on a choisi des sites qui sont desservis, disponibles rapidement. On sait que l'accès au foncier est compliqué à Mayotte. Ça, ouais. Et avec des temps de déplacement, notamment vers l'hôpital de Mamoudzou, vers l'université de Dembéni, vers le nord, vers le sud, qui soient acceptables. Mieux connaître les familles et leurs conditions de vie, c'est l'ambition de l'Observatoire des familles, un nouvel outil lancé par l'UDAF en partenariat avec plusieurs institutions étatiques. Son objectif est de fournir des données chiffrées par le biais d'enquêtes de terrain afin d'aider les décideurs publics dans leur mission. Hier, son comité de pilotage s'est réuni dans les locaux de la CADEMA pour dégager une première orientation aux travaux, un sujet d'Ivan Rakotovaou. Hier matin, elles étaient nombreuses, les institutions à se réunir dans la salle de conférence de la CADEMA. Rectorat, préfecture, justice ou encore conseil départemental. Une belle brochette d'acteurs publics venus lancer les travaux de l'Observatoire des familles. Nous avons réuni donc son comité de pilotage pour essayer d'avancer sur ce projet et arrêter le thématique et pouvoir justement définir donc le calendrier des travaux parce qu'un observatoire se réalise dans le temps et on a besoin de tout le monde. La coordination des acteurs est extrêmement importante. Donc c'était vraiment aujourd'hui on va dire le coup d'envoi. Coup d'envoi pour ce nouvel outil, impulsé par l'Union départementale des associations familiales. L'Observatoire des familles va permettre de produire des données sur les foyers à Mayotte afin de mieux connaître leurs conditions de vie et de guider les politiques publiques. C'est quelque chose de nouveau pour Mayotte, mais vous savez que lorsque les UDAF ont été créés en 1945, l'idée c'était que dans chaque département, il y ait un document stratégique qui permet à la fois d'avoir des données claires sur les conditions de vie des familles, sur leurs besoins, sur la demande. Donc lorsqu'on dispose d'un tel document, ça permet aux décideurs de mieux orienter les politiques sociales. Et pour cette première réunion du comité de pilotage, les membres ont défini une première thématique sur laquelle l'Observatoire lancera ses travaux, celle du placement des mineurs et des conditions de leur réussite.
Oui, un certain nombre d'études néanmoins qui ont déjà pu être faites, mais il y a sans doute un travail à refaire et à continuer de faire, puisqu'une preuve, c'est qu'une mission inter-inspection qui a été annoncée par le ministre des Outre-mer en début de semaine viendra à Mayotte d'ici 2 semaines pour travailler sur la thématique des mineurs non accompagnés. Et donc à cet égard, l'étude que se propose de faire l'UDAF, cet observatoire départemental, vient à point nommé. Pour mener cette étude, les différents acteurs institutionnels mettront leurs données en commun. L'UDAF, de son côté, envisage de recruter du personnel supplémentaire destiné à mener des enquêtes sur le terrain. Et cette semaine d'actualité aurait été marquée par la visite ministérielle, mais également la disparition de Marcel Henry. L'une des annonces qui a retenu l'attention, c'est bien évidemment le nom donné à l'aéroport. Sébastien Lecornu a décidé que l'aérogare va être renommé Marcel Henry en hommage à cette grande figure de notre département. De quoi réjouir les Mahorais, à commencer par Daniel Zaidani, le conseiller départemental de Pamandzi. Je pense que ça fait partie dans la petite gabasse des ministres, dans les annonces qui ont été faites. C'est clair que l'annonce de porter le nom de Marcel Henry à l'aéroport, c'est une annonce qui était très attendue et très appréciée. Et je crois que c'était le plus bel hommage que pouvait lui faire le gouvernement à travers cette nomination de ce aéroport international qui se nommera de même aéroport Marcel Henry. Et place au reste de l'actualité en bref, avec notamment la 8e édition du Forum international des métiers et de l'artisanat, ou encore l'évolution des démarches employeurs pour les arrêts de travail. Au montage, Leslie Vimeni. La 8e édition du Forum international des métiers et de l'artisanat de l'océan Indien se tiendra à partir du 6 septembre prochain. Pour tenir compte des contraintes sanitaires, le forum prendra cette année la forme d'une manifestation semi-virtuelle avec la juxtaposition d'événements dans les 3 territoires partenaires, Mayotte, Madagascar et les Comores. Pour ce faire, des sessions de visioconférence sont prévues ainsi qu'un réseau multiplex permanent. 3 forums dématérialisés seront donc connectés à Antananarivo, Mamoudzou et Moroni. Niveau programme, dès le mardi 7 septembre, aura lieu un grand atelier d'exposition-vente qui réunira pas moins de 40 artisans à Mamoudzou, 40 à Antananarivo et 50 à Moroni. L'après-midi, le savoir-faire mahorais sera à l'honneur avec un atelier de travail dédié à la brique rouge. Puis chaque jour se succéderont ateliers, défilés de mode, animations musicales, colloques et toujours plus d'expositions liées à l'artisanat durable. Le danseur et chorégraphe Jeff Ridjali est l'un des grands acteurs de la culture locale. Après de longues années de formation à Paris, il est revenu sur son île en 2005 pour fonder le Ballet de Mayotte en collaboration avec Isabelle Kamat. Ce dispositif de valorisation de la danse met en place des outils de sensibilisation et de formation du public. Et Jeff Ridjali est actuellement à la recherche de talents. Des auditions sont prévues du 15 au 20 septembre à la MJC de Tsingoni. Les 10 jeunes âgés de 16 à 25 ans sélectionnés participeront à des masterclass en compagnie de Kathleen Noël, danseuse, chorégraphe et actrice haïtienne résidente au Mali. La sud-africaine Nelisiwe Xaba, performeuse et chorégraphe, sera également présente. Après la masterclass, Jeff Ridjali proposera de former ces jeunes, de les accompagner, mais surtout de les faire intégrer sa prochaine création. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 septembre à l'adresse mail et au numéro qui s'affiche. Depuis le mois d'août 2021, les employeurs peuvent transmettre à la CSSM les attestations de salaire de leurs salariés en arrêt de travail par voie dématérialisée via leur compte Net Entreprise. L'attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières est proposée à tous les employeurs dont les salariés dépendent du régime général de l'assurance maladie. Cette attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale est donc obligatoire pour tout arrêt de travail, quel que soit le motif. L'employeur doit établir une attestation à chaque arrêt de l'un de ses salariés, quelle que soit la nature de l'événement, et des réceptions de l'avis d'arrêt de travail. Grâce aux bordereaux de paiement pour le versement des indemnités journalières en ligne, les employeurs peuvent consulter facilement et rapidement le détail des règlements effectués sur leur compte par l'assurance maladie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la CSSM. Et voilà qui met fin à votre JT. Lundi, retrouvez Ivan Rakotovao pour tout connaître de l'actualité locale. Je vous souhaite de passer un excellent week-end au Kwahiri.